Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Economia. La finance islamique dont nous allons parler maintenant pèserait aujourd'hui de par le monde près de 2000 milliards de dollars et représenterait en Algérie quelques 200 milliards de dinars, pour ainsi représenter quelques 2% de part de marché sur le système bancaire uniquement. Basé sur la charia et les principes de l'islam, ce système financier reste encore méconnu en Algérie, bien que pour l'essentiel, deux banques, El Baraka et El Salem, et une compagnie d'assurance, Salama, proposeraient depuis quelques années une série de produits adaptés à ce mode de financement. Nous verrons que cette finance, censée être en parfaite adéquation avec notre Constitution, navigue pourtant sans législation ou réglementation spécifique et sans encouragement notable, ce qui n'est pas pour booster plus fortement ce système financier qui est pourtant bien installé dans les pays du Moyen-Orient et que tente tous les jours de séduire une partie du monde occidental. Alors pourquoi? C'est ce que nous verrons dans un instant avec nos spécialistes de cette finance islamique, théoriques et praticiens. Théoriciens et praticiens, ils nous diront ce qu'il en est vraiment. Voici donc nos trois invités. Nasser Haider, vous êtes depuis janvier le directeur général d'Al Salam Bank Algéria, une compagnie à capitaux golfiques. Vous êtes diplômé de l'École nationale d'administration d'Alger et avez fait l'essentiel de votre parcours au sein d'Al Baraka Bank, un partenariat algéro-saoudien entre la Badr et le groupe Banque El Baraka. C'est d'ailleurs la première banque à produits de finance islamique vous en avez été d'ailleurs son secrétaire général jusqu'à peu encore. Vous êtes considéré comme l'un des meilleurs spécialistes de la question de la finance islamique et ce qui vous vaut d'enseigner également cette matière près de l'université de Paris-Dauphine et à l'université de Strasbourg en France. Mohamed Boujelal, vous êtes professeur d'économie et de finance à l'université de Msila. Vous êtes vous aussi considéré comme l'un de nos meilleurs spécialistes de la question de la finance islamique, ce qui vous vaut d'ailleurs aussi de l'enseigner en plusieurs points de la planète. Et vous avez d'ailleurs à votre palmarès plusieurs publications qui sont des références pour tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur ce système financier appelé à se développer. Enfin, Ahmed Hadj Mohamed, vous êtes le directeur général de la gamme assurance, mais ce n'est pas à ce titre que je vous ai invité. Je l'ai fait parce que vous avez été durant cette année le patron de Salama Assurance, qui font de vous aussi un excellent praticien de la finance islamique. Salama Assurance Algérie. Ajoutons que vous êtes connu pour être l'un des meilleurs spécialistes de l'assurance en général, avec, nous dirons, deux domaines de prédilection, l'assurance de personnes et l'assurance islamique, que malheureusement vous ne faites pas actuellement et directement au niveau de la gamme. Alors, pour entrer en matière dans ce débat, est-ce que l'un d'entre vous peut nous donner une vue d'ensemble sur la finance islamique de par le monde et en Algérie en particulier? Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce mode de finance est en plein boom? J'aimerais écouter d'abord vous, le théoricien, professeur Boujelal. Okay. Merci pour l'invitation, M. Alalouche. Et je commencerai par dire que la finance islamique elle a débuté au milieu des années 70, avec la création notamment de la Banque islamique de développement en 1975, puis la Dubai Islamic Bank, et après on a vu la création de plusieurs banques islamiques, la Kuwait Finance House, etc. Mais l'essor de la finance islamique, on peut dire qu'elle a vraiment elle a suscité l'intérêt des spécialistes, des professionnels et même des universitaires après la crise financière des subprimes. Parce qu'à ce moment-là, on a dit, ah tiens, notre système financier conventionnel basé sur la pratique de l'intérêt, et il bute toujours sur des crises récurrentes. Alors, comment s'en sortir? Et là, on voit des professionnels de très haut niveau dans le monde occidental qui s'intéressent à la finance islamique. Je cite à titre d'exemple Madame Christine Lagarde, qui était dans le temps ministre de l'économie en France et qui est actuellement directrice du FMI.
Elle a dit sa fameuse phrase comme suit, à l'occasion de la réunion du groupe du G20 à Londres, le mois d'avril 2009, juste après la crise subprime. Donc, le monde il était en alerte, c'était vraiment une crise profonde. Elle a dit la chose suivante: il est opportun de s'inspirer des principes de la finance islamique pour travailler à la réforme du système financier international. Et je peux citer beaucoup d'autres spécialistes en Occident. Je cite juste ce qu'a dit Vincent Beaufils juste après la crise dans son éditorial dans la revue l'hebdomadaire Challenge en France, qui dit la chose suivante: si nos banquiers avides de rentabilité sur fonds propres avaient respecté un tant soit peu la charia, nous n'en serions pas là. Et il a prononcé le mot charia. Donc, ceci dit que cet engouement mondial pour connaître les principes de la finance islamique, ça a été une occasion pour les spécialistes de la finance islamique pour mieux expliciter la chose. Et c'est pourquoi on a vu des pays occidentaux comme l'Angleterre, la Grande-Bretagne, je cite aussi plusieurs pays, je cite Singapour, qui sont vraiment avancés dans le domaine de la finance islamique, sans citer évidemment les pays musulmans, les pays du Golfe, la Malaisie, etc., où vraiment la finance islamique, elle a fait un taux de progression à 2 chiffres. Donc c'est très intéressant. Et puis arrive l'Algérie. Bon, arrive l'Algérie. L'Algérie, bon, c'est vrai, l'Algérie a autorisé la création de la banque El Baraka, dont vous avez présenté, vous l'avez dit dans votre présentation, depuis le début des années 90. C'est ça, je crois. Elle a été créée en 92 ou 91, comme ça. 90, voilà. Mais la loi sur la monnaie et le crédit en Algérie, elle ne cite pas explicitement, elle ne réserve pas explicitement une place pour la finance islamique. C'est-à-dire, elle laisse faire, mais sans pour autant avoir une assise juridique claire. Et pourquoi nous, actuellement, la crise que nous vivons en Algérie, je crois qu'on a besoin maintenant de revoir notre... je peux peut-être empiéter sur le terrain de mon collègue Nasser Haidar, qui connaît mieux la question. Donc, on a besoin vraiment d'amender notre loi sur la monnaie et le crédit pour réserver cette place à la finance islamique. Très bien. Alors, Nasser Haidar, donc la première banque, disons, à vocation finance islamique, c'est Al Baraka Bank. Vous l'avez rejointe, je ne sais pas si vous étiez à ses débuts ou si vous l'avez rejointe par la suite, mais vous avez bien suivi son évolution. Alors, pourquoi le groupe El Baraka vient en Algérie, donc, et comment ça s'est passé, donc, cette adéquation entre le public et la banque? Est-ce que donc il y a eu une attente, il y avait une attente massive ou non? C'est ça que j'aimerais savoir de la part du public. Donc comment ça a démarré pour Al Baraka Bank? Et effectivement, pour en venir à ce que disait le professeur, comment ça s'est passé au niveau de la réglementation? Comment vous avez pu naviguer jusque-là? Tout d'abord, je vous remercie, M. Alanouche, pour avoir consacré cette émission, cette excellente émission, à ce sujet quand même qui est d'actualité, qui intéresse énormément d'Algériens. Effectivement, la banque El Baraka d'Algérie était la première banque charia compatible, moi je préfère ce terme, à s'implanter en Algérie, mais elle est aussi la première banque à capitaux privés et la première banque à capitaux étrangers à être autorisée à exercer en Algérie, à la faveur donc de la promulgation de la loi sur la monnaie crédit de 1990 qui a ouvert le marché bancaire aux investissements privés et aux investissements étrangers, lequel marché bancaire était auparavant l'apanage des 6 banques historiques, publiques, étatiques, qui monopolisaient donc l'exercice de cette activité. Donc, le fait que cette ouverture du marché bancaire a été inaugurée par une institution financière charia compatible témoigne justement tout d'abord de l'existence d'un besoin, d'une demande socio-économique pour ce type d'activité, pour ce type de produit. Et deuxièmement, témoigne aussi de la capacité de cette finance charia compatible à s'adapter au contexte, disons, financier, bancaire et réglementaire conventionnel qui ne disposait pas, disons, d'encadrement
juridiques et réglementaires adaptées, disons, aux spécificités de ces pratiques qui se distinguent des pratiques bancaires et financières conventionnelles par ce souci donc d'observer les préceptes de la charia musulmane, du droit musulman des affaires, essentiellement sur deux volets, à savoir l'interdiction donc des pratiques financières de prêts et emprunts assortis d'intérêts, et deuxièmement de pratiques qui génèrent, si vous voulez, ce que nous appelons dans le jargon chariatique le gharar, c'est-à-dire des aléas majeurs, c'est-à-dire une ambiguïté contractuelle qui pourrait donc dégénérer soit sur une incertitude pouvant conduire à un litige ou sur, disons, une incertitude pouvant assimiler la transaction à une sorte de pari qui est interdit par la charia musulmane. Donc, c'est le respect de ces deux principes fondamentaux qui illustrent donc les particularités, si vous voulez, juridiques et contractuelles des instruments utilisés par la finance islamique et qui la distingue un peu de ceux utilisés par la finance conventionnelle. Comment a répondu le public au démarrage? Voilà. Alors, au démarrage, effectivement, il y avait quand même il y avait un engouement, notamment chez certaines franges de la population qui étaient sensibles à cette contrainte, si vous voulez, religieuse. Je dirais que la finance islamique n'est pas une finance religieuse, n'est pas une finance communautaire ou confessionnelle, parce que les contrats qu'elle utilise sont des contrats qui sont générés par les besoins de la société, ce sont des contrats profanes. Parce que la finance islamique, il faut le rappeler, relève de ce pan du droit musulman des affaires qui traite, si vous voulez, de tout ce qui est transactionnel, fiqh al-mu'amalat. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, elle ne relève pas de fiqh al-ibadat, qui est, lui, textuel, mais plutôt de cette partie du droit musulman qui est contextuelle. C'est-à-dire l'inspiration, elle s'inspire, si vous voulez, des usages, des pratiques et des besoins de la société, mais tout en respectant, si vous voulez, ces deux interdits majeurs, qui est celui de l'interdiction de l'intérêt, de l'usure et du gharar. Donc la réponse du public, notamment de cette frange de la population, a été immédiate, spontanée et, disons, à la hauteur de ce besoin qui était manifeste, qui était là dans notre société. Évidemment, le niveau de la demande de ces produits dépasse de loin le niveau de l'offre. On avait commencé Al Baraka par une agence, maintenant Al Baraka est à une trentaine d'agences. En 2008, il y a eu Salam Bank qui a été agréée. D'ailleurs, c'était l'une des deux seules banques qui ont été agréées depuis 2003. Parce qu'il y avait une volonté donc des autorités monétaires à limiter l'exercice de l'activité bancaire aux institutions financières fortes et à haut niveau de capitalisation. Donc, avec l'avenue de Salam Bank, donc, cette activité se structure et même se développe pour toucher d'autres acteurs, d'autres banques conventionnelles qui, sentant justement cette demande sociale, ce besoin pour ces produits, même de la part de leur propre clientèle, commencent à ouvrir des Islamic Windows et à offrir des produits sharia compatibles à leur clientèle, et notamment des banques internationales, mais aussi des banques publiques. D'ailleurs, notre ministre des Finances a encouragé ouvertement toutes les institutions bancaires à offrir ces produits sharia compatibles à ceux qui le demandent de leur clientèle. C'est récent, cette déclaration du ministre? Oui, cette année. D'accord, mais justement, pour la progression en termes de part de marché, on voit que c'est... Bon, ça progresse, mais oui, c'est timide. Effectivement, la finance islamique est récente. Comme l'a dit le professeur Boujlel, elle a à peine 40 ans d'âge, alors que la finance conventionnelle a plus de 500 ans d'âge. Et deuxièmement, effectivement, le système bancaire a hérité d'une organisation bancaire qui est là, qui existait avant l'indépendance. Et ces nouvelles pratiques, la Banque Al Baraka a été agréée en 91, Salam Bank en 2008, donc il faut du temps pour que leurs activités se développent et prennent plus sur le marché. Monsieur Hadj Mohamed, vous êtes je disais donc à la tête de la gamme et vous avez été pendant 7 années à la tête de Salama Assurance. Alors, pour Salama qui offrait des produits aussi islamiques, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était le même canevas que pour Al Baraka Bank? Comment ça s'est déroulé? Comment ça a évolué au niveau de l'assurance islamique? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je vous remercie pour avoir invité à cette émission très intéressante. Effectivement, à Salama, dans le temps, justement, on a vu qu'on pouvait développer des produits d'assurance de personnes
qu'on appelait Family Takaful. C'est des produits d'épargne et de prévoyance basés sur le risque d'essai et l'épargne. Donc, justement, avec la banque El Baraka, on a placé l'encours des primes générées par ces contrats auprès de El Baraka. Et on a commencé et on a mis en place de nouveaux produits qu'on appelait Family Takaful, prévoyance et épargne. Et ces produits, je vous le rassure, monsieur, ont commencé à avoir une demande authentique, ni adossée à des emprunts bancaires, ni quoi que ce soit. C'est des gens qui viennent pour dire, voilà, on veut prendre telle assurance. Prévoyance en cas de décès pour protéger la famille ou épargne pour des projets ou pour des retraites. Et je vous assure qu'on a commencé avec bien sûr, on a formé des universitaires, des commerciaux qu'on appelait des conseillers à la clientèle. On les a formés et on les a mis dans le marché. Ça a commencé à marcher, et tenez-vous bien, dans des sociétés traditionnalistes. Par exemple, à Gardaya, avec un commercial, on a vendu de l'épargne et de la prévoyance pure, avec une demande pure, non adossée à une obligation bancaire, avec ces produits-là. Ça a commencé à marcher, ça a commencé à se développer, mais malheureusement, il y a un frein qui a été mis au niveau de Salama après l'institution de la séparation entre l'assurance dommage et l'assurance de personnes. Donc, Salama, on a dû restituer l'épargne à leur... C'était l'épargne qui a été constituée à leurs propriétaires. Voilà. Ça a été une expérience très intéressante qui démontre que le marché algérien, que le consommateur algérien, pourvu qu'il ait devant lui des produits charia compliant, il y va, que ce soit au niveau bancaire ou au niveau assurantiel. Et ce qui m'amène à dire que si on développe le takaful dans ce pays-là, le marché des assurances algériens va progresser. Très bien. Alors, quand vous dites on développe le takaful dans ce pays, d'abord, expliquez exactement ce qu'est le takaful. Le takaful, en fait, c'est le takaful. Donc, le takaful, c'est comme on dit, ce résultant de la finance islamique. Je prends la Malaisie, il y a 14 sociétés takaful et 14 banques. Donc, qui ont été développées à partir du début des années 90. Qu'est-ce que c'est? Et ça marche très bien. C'est une assurance qui répond aux mêmes préceptes de la charia que la finance islamique. Elle est intimement liée avec la finance islamique. Donc c'est une assurance qui respecte les principes de la charia, à savoir le taux d'intérêt, le riba, la spéculation, le gharar et le maïsar sont évités. Donc il y a des techniques qui permettent, à travers cette assurance-là, de faire des produits basés sur la donation, basés sur la donation, faire des produits d'assurance qui répondent avec un fonds des assurés, qui répondent aux besoins des assurés et qui évitent justement tout ce qui est illicite par rapport à ce qui est conventionnel. Alors vous venez de dire, il suffit juste qu'on encourage le takaful. Oui, oui. De quelle manière? Eh bien, il faut réglementer, comme disait M. Nasser, il faut, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut qu'il y ait une réglementation qui vienne compléter la législation des assurances dans le takaful. Donc les usages du takaful, qui permettra la création de compagnies takaful ou de créer des Windows pour les compagnies conventionnelles, des Windows takaful pour les branches d'assurance qu'ils veulent développer. Pourquoi il n'y a pas eu de réglementation en ce sens jusqu'à présent? Je pense que le législateur, on est en train d'évoluer. Il me semble que ça va intervenir prochainement. Je pense. Moi, je suis optimiste. Ça va intervenir. Le takaful va intervenir. Il va intervenir pour enrichir le marché des assurances. Permettre au marché des assurances non seulement de diversifier les produits, de diversifier son offre et d'avoir un meilleur taux de pénétration de l'assurance dans notre pays qui est actuellement 0,7% du PIB, qui est assez faible. Alors que dans le monde, nous sommes à 6,3% du PIB. Pourquoi? Parce que la réglementation... Mais vous travaillez... Enfin, ces compagnies-là travaillent actuellement. Pourquoi une réglementation dynamiserait davantage les choses? Et une réglementation, parce que ça permettrait justement de rendre les produits que les futures compagnies vont développer, qui seront agréés par les autorités de contrôle, les tarifs, les produits, et toute l'ingénierie va être, comme on dit, les gens n'ont pas besoin de s'adapter. Parce que si vous vous adaptez par une réglementation qui n'existe pas, il y a toujours des vides juridiques, il y a toujours des incompréhensions. Par contre, s'il y a une réglementation qui trace... Ça va libérer... Et les personnes, il y a un effet libératoire qui va être un effet multiplicateur de la demande d'assurance, à mon sens. D'accord sur ça? Juste un complément. Oui. Pour illustrer un peu cette contrainte, l'impact de l'absence du cadre légal et réglementaire adapté sur le développement d'activités, c'est que toutes les sociétés d'assurance, y compris celles qui travaillent selon les principes du takaful, sont astreintes à déposer 50% de leur excédent d'exploitation en banque du Trésor qui leur verse en contrepartie donc des intérêts. En tant que compagnie charia compatible, ces intérêts-là, elles ne peuvent pas en profiter, ils doivent être neutralisés dans un fonds d'œuvre caritative, ce qui impacte directement leur rentabilité. Voilà un simple exemple qui illustre un peu cette problématique d'absence de cadre réglementaire. Davantage, parce que c'est que les compagnies d'assurance sont obligées, de par la loi,
de couvrir leurs engagements financiers, leurs dettes techniques par des placements financiers. Alors, 50% de ces placements doivent être mis au niveau du Trésor, des bons du Trésor, qui donnent un taux d'intérêt de 0,5 à 3%, ou dans les banques. Cela veut dire que vos institutions qui travaillent dans le Sharia compatible sont tenues d'aller se ressourcer dans un environnement qui n'est pas Sharia compatible. Oui, mais quand j'ai évoqué l'exemple d'une famille Takaful, nous, à Salama, on a satisfait à cette exigence réglementaire, mais les primes d'assurance générées par les assurances famille Takaful, on les a placées à Al-Baraka. Nous étions obligés de le faire, parce que nous avons satisfait aux engagements de la loi. Oui, mais Al-Baraka elle-même, ou Salam Bank certainement, quand elles ont besoin de se ressourcer, elles sont obligées d'aller dans le système conventionnel. Pour se refinancer. Pour le refinancement. En fait, le marché était sur liquide pendant plusieurs années, donc il n'y avait pas ce besoin. Mais avant, effectivement... Nous taux de participation, pas de taux d'intérêt. Avant et à l'avenir. Non, on avait justement négocié avec la Banque centrale à l'époque, dans les années 90, une convention qui nous permettait, dans le cadre de la reprise de liquidité, sans passer par le marché monétaire, de placer nos excédents de liquidité à Al-Baraka auprès de la Banque centrale et qui nous calculait en quelque sorte une sorte d'index qui déterminait la capacité de refinancement sans payer d'intérêt d'égal montant auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire quand j'ai des excédents, je les place à condition que la Banque centrale me reprête le même montant sur la même période. Il y avait des artifices qui nous permettaient un peu de contourner cette problématique d'absence. Bien sûr, sur les assurances là, parce que moi aussi j'ai été courtier d'assurance pendant quelques années, donc je connais un peu le domaine. Je pense que pour ce qui est de la finance islamique du manière générale en Algérie, pour qu'elle prospère, il faut une condition sine qua non. Il faut un cadre réglementaire adapté, comme l'a fait la Malaisie, comme l'ont fait beaucoup de pays. Ça, ce cadre réglementaire, il est inexistant actuellement en Algérie. Pour ce qui est de l'assurance Takaful, l'assurance du manière générale, je parle de l'assurance conventionnelle et aussi de l'assurance charia compatible, comme vous le dites, donc Takaful. Il faut, comme l'ont fait beaucoup de pays, je cite l'Allemagne par exemple, une défiscalisation des contrats d'assurance. En Allemagne, il n'y a pas la TVA sur les contrats d'assurance. Mon collègue vient de dire que le taux de pénétration du secteur des assurances en Algérie, il peine à arriver à 1%. Il est moins de 1% actuellement. Alors que si on prend le pays voisin, la Tunisie ou le Maroc, ils sont à plus de 2%. Au Maroc, il y a 2,5%. Nous sommes à 0,7%. C'est déplorable, malheureusement. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour stimuler ce secteur? Je pense qu'il faut une défiscalisation des contrats d'assurance, entre autres. Plus, évidemment, un cadre réglementaire adapté à l'industrie de l'assurance. Pourquoi il a tardé à venir, ce cadre réglementaire? Pourquoi il tarde à venir encore? Moi, j'aimerais savoir s'il y a des raisons politiques ou bien est-ce que c'est juste les lenteurs. Mais les lenteurs, ça fait 25 ans qu'existe la banque, le Baraka. Monsieur Alalouche, j'ai fait des propositions. Parce qu'il y a une attente du public, il y a un grand public. Pour stimuler. Il y a un problème aussi de communication, on va le voir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut se rendre à ce type de banque et pour avoir des... Oui, je vous le dis, notamment, par exemple, sur les produits immobiliers. Est-ce que vous faites du crédit immobilier? Effectivement, les banques islamiques offrent des crédits immobiliers sur la base de la formule, par exemple, achat et revente à terme, moyennant une marge bénéficiaire, ou bien une formule de leasing, de location assortie d'une promesse de vente, qui se substitue donc au prêt immobilier classique conventionnel et qui pratiquement offre le même service, mais structuré de manière charia compatible. Sur les logements sociaux, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu vous associer? Est-ce que vous avez été associé ou pas sur ce... Parce que moi, je connais beaucoup de personnes qui ont dû se désister quand on leur a mis la pression, alors que, parce que pour des raisons religieuses, ils cherchaient, et ils ne savent pas toujours vous exister. Nous avons rencontré quelques problèmes avec certains promoteurs immobiliers publics, dans le cadre, par exemple, du logement social participatif à l'époque, maintenant ça s'appelle logement participatif aidé, quelque chose comme ça, ou bien avec c'est-à-dire que ces organismes-là, dans le cadre du montage qu'elles exigent, montage financier qu'elles exigent de leurs clients, c'est-à-dire la partie apport personnel, voilà, ils les orientent carrément sur des banques conventionnelles et
Et particulière. Essentiellement publique. D'accord. Quand ces gens-là, quand ces clients-là demandent à aller auprès d'une banque, par exemple Sharia compatible, ils n'ont pas de répondant auprès de ces promoteurs, ce qui constitue effectivement et un c'est frein. qui est une incohérence, une anormalité Bien pour sûr. des gens qui sont religieux et qui... Et voilà, c'est la liberté du choix. Nous sommes dans une économie de marché où chaque citoyen, chaque acteur devrait disposer du choix des modes de financement. J'adore soulever ces incohérences dans mon émission, et là, c'en est une Je belle. pense qu'il peut y avoir une solution dans le cadre de la finance charia compliant, justement. Quand on voit l'expérience des pays musulmans, comme la Malaisie, Oui. comme même la City de Londres, où il y a des soukouks, des certificats adossés à des investissements immobiliers. Qu'est-ce qui nous empêche dans ce pays-là d'instaurer un fonds souverain pour délivrer justement des soukouks, ce qu'on appelle des soukouks, charia compatibles, pour financer ce genre de projet et d'autres. Même en France, il y a EDF qui finance un projet de photovoltaïque à partir d'un soukouk qui a été créé par une institution privée. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'est une solution extraordinaire qui permet même de ramener, de drainer l'épargne intérieure et de l'encourager. Il y a une année, Mais il le faut un Royaume-Uni... soubassement juridique pour ça. Oui, je sais, on en vient. Il faut un soubassement, mais il faut qu'il y ait volonté, parce qu'avec le tarissement des ressources du pétrole, c'est l'occasion rêvée de multiplier ces instruments d'attirance de l'épargne nationale, de l'épargne intérieure, qui peut être source de financement, qui peut donner confiance en interne et qui peut aussi ramener les idées en externe. Parce que beaucoup de personnes conservent leur argent à la maison. Effectivement. Il y a le Royaume-Uni qui a une année, il a fait une émission de soukouk pour 200 millions de livres et qui ont été surbookés, c'est-à-dire le montant de souscription de 2,3 millions de livres sterling pour une souscription, pour si vous voulez, un emprunt de 200 millions de livres sterling. Ce qui dénote donc qu'il n'y a aucun complexe religieux par rapport à cette... Il existe un marché potentiel énorme pour la finance chimique en Algérie. Il suffit juste, comme je l'ai dit, de penser à créer, à mettre en place ce cadre réglementaire, juridique, adapté. Et Inch'Allah, et puis même nous, les assureurs, M. Alalou, ce qu'on cherche, c'est d'abord même les assureurs conventionnels. S'il y avait ce genre d'instruments financiers, on cherche la rentabilité de nos placements. Et si on avait ça, je vous assure que pas mal d'assureurs s'orienteraient vers ça parce qu'on va encore augmenter nos placements, rentabiliser nos placements et encore participer de façon plus directe au financement de l'économie. Et on va dynamiser la bourse d'Alger. Eh bien, c'est ça. La bourse d'Alger, maintenant, elle est moribonde. Je pense qu'un instrument financier comme les soukouks, attention, au niveau mondial, ça fait plus de 300 milliards de dollars. Exactement. Et l'Algérie ne bénéficie de rien, de zéro. Eh bien, imaginez que le cadre réglementaire permettrait en Algérie la création de soukouks qui sont des sortes d'obligations, mais pas à intérêt, mais c'est des titres financiers adossés à des investissements réels et dont la rémunération, elle est proportionnelle, elle est liée à la rentabilité du projet lui-même. Donc c'est charia compatible et ça créerait vraiment, je pense que ça créera un dynamisme sur le marché, sur la bourse d'Alger. Alors, est-ce que c'est cette absence de réglementation qui explique aussi l'absence, ou la quasi-absence de communication de la part de vos entreprises, enfin des entreprises à vocation, qui produisent des produits islamiques? Est-ce que, parce qu'on on les voit pas beaucoup communiquer, on ne voit pas vos entreprises communiquer. Vous communiquez, bon, par flyer, mais vous ne faites pas d'appel large aux consommateurs, aux clients. Personnellement, je suis un partisan de la communication la plus large sur cette activité, sur ces produits. Et à chaque fois que l'occasion se présente pour nous, pour justement diffuser notre message et communiquer, on le fait. La preuve, c'est que nous sommes là. Bon, peut-être c'est par rapport à la taille du marché. Je concède que ça reste... oui, c'est la télévision qu'il faut faire. Vous dites pourquoi on ne communique pas? Qu'on nous donne d'abord l'occasion de créer des produits charia complets, des produits attractifs pour qu'on puisse communiquer. Je prends l'exemple, juste je fais un parallèle. On veut exporter. Mais exporter quoi? Il faut d'abord produire. Okay? Donc pour communiquer, il faut mettre en place, monter des produits financiers dignes d'être communiqués, attractifs pour le demandeur, pour l'épargnant. Donc, à partir de là, que ce soit en banque ou en assurance, on peut, je vous assure, une fois que vous aurez mis en place
ces mécanismes, ces outils, la communication va venir elle-même. Elle va venir... parce que pour communiquer, il faut avoir des produits sur lesquels on peut communiquer et qu'on peut vendre et qu'on peut proposer. C'est un peu ça aussi. On communique, ça veut dire qu'on ne communique pas, mais une fois que l'ingénierie sera mise en place, les produits mis en place, je pense que la communication viendra d'elle-même parce que la communication, c'est pour attirer d'autres ressources, pour attirer des épargnants. Voilà. Écoutez, moi je vous propose d'écouter, justement, vous la citiez tout à l'heure, Madame Christine Lagarde, qui est directrice générale du FMI, et qui, à l'époque, elle était, où elle fait la déclaration qu'on va écouter, elle était encore directrice générale ministre de l'économie de France, et elle est suivie aussi par une déclaration de Tariq Ramadan, qui est donc islamologue suisse, et nous avons donc deux avis un peu divergents sur la question. En fait, la France s'interroge sur la possibilité donc de faire venir les capitaux islamiques en France, et M. Ramadan s'interroge sur l'opportunité ou non de considérer la finance islamique comme une alternative à la finance internationale conventionnelle. On écoute d'abord Mme Christine Lagarde. Je souhaite évidemment vous convaincre de ce que Londres n'est pas le seul point de passage obligé de la finance islamique, quelque respect que l'on ait pour cette grande place, mais que Paris est aussi une grande place financière et qu'en matière de finance islamique, nous sommes très désireux d'accueillir ceux d'entre vous ou ceux d'entre vos clients qui souhaiteriez une alternative. Aucune opération de finance, qu'elle soit islamique ou autre, ne verra le jour, ne prospérera sur notre territoire si les opérateurs sont d'une certaine manière incertains sur les contours juridiques et sur le régime fiscal qui s'applique à leurs opérations. Alors, pour disposer d'un cadre juridique et fiscal à la hauteur de vos espérances et à la hauteur de nos ambitions, je vous indique que je publierai d'ici la fin du mois de décembre, c'est-à-dire avant la fin de l'année fiscale, les instructions qui viendront, d'une part, confirmer l'absence de prélèvement à la source et la déductibilité de la rémunération versée par les soukouks, ainsi que la neutralité fiscale à l'occasion des opérations de Murabaha. Je crois que ces différents éléments, absence de prélèvement à la source, déductibilité et neutralité fiscale, sont trois éléments forts, sécurisants, je l'espère, pour vous engager ou pour vous convaincre d'engager vos clients à considérer la place de Paris comme une place d'accueil pour la finance islamique. Malheureusement, la finance islamique a été souvent, chez un certain nombre de penseurs ou d'économistes, l'islamisation des moyens et pas l'islamisation des finalités. C'est-à-dire, quel est l'objectif de la finance, qu'est-ce que l'on veut exactement? Est-ce qu'on va changer uniquement le caractère de l'intérêt, de l'usure ou de la spéculation, ou est-ce que c'est les objectifs que l'on veut reconsidérer? Est-ce qu'on veut faire la même somme d'argent avec d'autres moyens? Est-ce qu'on veut faire la même somme d'argent avec des moyens qui sécurisent, ou est-ce qu'on veut questionner le système lui-même? Ça, c'est une question de fond. Et nous nous apercevons que parmi les économistes et parmi ceux qui s'intéressent à cette finance-là, la réponse, elle n'est pas toujours très très claire. Mais je suis, de ce point de vue-là, critique sur l'état actuel de ce qu'on appelle la finance islamique. Je n'y vois absolument pas une alternative aujourd'hui. J'y vois une adaptation de l'intérieur qui n'est pas une alternative pour l'ordre économique ou financier international. Dans l'état dans lequel elle se trouve en ce moment, la façon dont on le traduit en ce moment, est-ce qu'il peut y avoir de nouvelles considérations? J'en suis certain. De nouvelles perspectives? J'en suis certain. Mais c'est même pas que j'en suis certain, c'est une nécessité, un impératif. Nous devons trouver des moyens de nous sortir de l'ordre financier international comme de l'ordre économique international. C'est une nécessité de notre contribution, mais je ne suis pas sûr que nous avons choisi la bonne méthode. Voilà, ça c'est ma position. Wallahu a'lam, wa a'la, wa ahkam. Voilà, alors retour sur le plateau avec ces déclarations de Christine Lagarde, directrice générale du FMI et à l'époque ministre de l'économie de France, et Tariq Ramadan qui est islamologue suisse. Alors, comment réagir d'abord aux propos de Christine Lagarde quand on la voit séduire de cette façon et insister sur la réglementation avant de partir pour mettre en bonne condition les investisseurs et les banquiers et les assureurs, tout ce beau monde de la finance islamique? Je pense que Christine Lagarde elle est logique avec elle-même. Elle voit du côté de la Manche les Anglais qui font tout pour attirer
cet excès d'argent qui vient des pays du Golfe, des pays musulmans riches. Donc pour elle, pourquoi ne pas faire le nécessaire pour elle aussi attirer ses capitaux vers la France. Donc elle a clairement dit que nous allons créer les conditions nécessaires pour et adapter à la finance islamique. Elle a fait des efforts. Bon, les socialistes, ils ont avorté sa tentative, mais n'empêche que au niveau de son ministère, elle a pu émettre 4 instructions fiscales sur les soukouk, sur la mourabaha, sur l'istisna et l'ijara. Et dans le but, évidemment, d'attirer ces capitaux vers la place de Paris. Bon, il est vrai que l'Occident s'intéresse beaucoup plus à la technique qu'à l'esprit. Parce que la finance islamique, quand même, elle a une finalité. Et cette finalité, c'est le bien-être pour tout le monde. Et là, on rejoint les propos de Tariq Ramadan. Oui, en quelque sorte, Tariq Ramadan, il a raison, dans le sens que moi, j'ai parlé de ça dans plusieurs de mes interventions, mes colloques en Tunisie, au Maroc et ailleurs, en France. J'ai dit qu'il y a ce risque de financiarisation de la finance islamique. C'est-à-dire qu'une finance... De la conventionnalisation. Non, financiarisation. C'est-à-dire qu'une finance au service des riches. C'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup au soukouk, etc., à tous ces instruments financiers, au service de l'excès de liquidité des gens qui ont de l'argent. Mais moi, la finance islamique, je l'approche autrement. Moi, je dis que le petit fellah, là, ou bien ce jeune diplômé ou non, qui a un projet, qui est porteur de projet, qui n'a pas les fonds pour monter son projet, qu'est-ce que la finance islamique peut lui proposer? C'est ça, en fait, en définitive, pour moi, la finance islamique a vocation de développement et de croissance, de progrès de la société. Et où on en est de ce point de vue, ici? On est en retard. La finance islamique, elle est en retard sur ce point. À mon avis, il y a les professionnels devant moi, mais moi, je suis la finance islamique depuis plus de 3 décennies. Je pense qu'on est en retard et ce peut être une occasion pour nous en Algérie de développer ce segment de finance indirecte au service du citoyen et pas de la finance, uniquement la finance directe au service des riches. D'accord. Alors, je vais vous demander de réagir aussi aux propos de Tariq Ramadan et de Christine Lagarde, mais juste avant, mais quel est l'essentiel justement pour rejoindre ce qu'il disait, l'essentiel des portefeuilles d'Al-Salam Bank et du portefeuille client et d'Al Baraka, puisque vous y étiez? Bon, Al Baraka où j'étais, l'essentiel c'est des entreprises, parce qu'avec l'interdiction du crédit à la consommation, la part du crédit aux particuliers s'était rétrécie, mais nous avions un portefeuille important de retail, de particuliers. À Salam Bank, c'est pour le moment un portefeuille entreprise, mais nous allons lancer très bientôt le crédit aux particuliers, que ce soit dans la consommation, production nationale bien sûr, que dans l'immobilier. D'accord, on va y revenir. Alors, sur les propos de Tariq Ramadan, sur l'islamisation des produits, ou plutôt l'islamisation des finalités, plutôt que celle des produits. Alors, commençons par M. Tariq Ramadan. Moi, je rejoins sa réserve par rapport à une éventuelle instrumentalisation de la finance islamique dans le sens de cette approche formaliste, instrumentaliste, qui privilégie la conformité formelle, je dirais, aux règles subsidiaires de la charia au détriment des finalités globales de la charia. Mais là, à quel public il s'adresse? Bon, il s'adresse essentiellement, je pense, si je l'ai bien compris, au public musulman. C'est-à-dire que moi, je trouve inconcevable que des capitaux à sensibilité religieuse cherchent des placements charia compatibles en Occident pour financer de l'immobilier, par exemple, à Londres, ou pour financer des entreprises en difficulté dans tel ou tel autre pays occidental, et délaisser des projets structurants ou créateurs d'emplois ou qui peuvent aider au développement économique de contrées de pays musulmans. Je pense qu'on devrait commencer par financer le développement chez nous, bien sûr de manière professionnelle, rentable, bancable. Bien sûr, on ne va pas jeter l'argent d'investisseurs, même à sensibilité religieuse, par les fenêtres, mais
nous avons plus besoin de ces capitaux dans notre monde musulman qu'ailleurs. Et c'est le cas, c'est ce que fait Al Baraka Bank et Salam Bank? Non, pas du tout. Non, nous n'avons aucun investissement étranger. La réglementation d'échange, grâce à Dieu, nous Mais pour le groupe? Pour le groupe, non. Pour le groupe, l'essentiel, que ce soit le Baraka ou Salam, leurs investissements en matière bancaire sont au sein de Salam Bank, le groupe Salam, enfin le Salam. Nous avons Salam Bahreïn, Salam Soudan et Salam Algérie pour le moment. Le groupe Le Baraka dispose de 12 banques dans les pays musulmans pour le moment. Pour revenir à Christine Lagarde, maintenant, mon sentiment est que cette vision, cette position de Christine Lagarde par rapport à la finance islamique procède d'une double considération. Une considération de pragmatisme politique, ce souci d'attirer des capitaux à sensibilité religieuse pour enflouer une économie en panne, et aussi le souci de l'économiste, vous voulez, la conviction de l'économiste de la pertinence des valeurs et des principes fondamentaux de la finance islamique en tant que vecteur de cette réforme tant recherchée et tant défendue par Christine Lagarde du système financier international qui est pris en otage par des pratiques qui, à travers notamment la spéculation et les produits dérivés, des pratiques qui ne servent en rien l'économie réelle. Haj Mohamed, c'est le bon exemple à suivre, ce qu'indique Christine Lagarde, pour nous déjà, ici en Algérie. Si vous permettez, avant tout, je dis que la réaction de, comme disait mon collègue M. Nasser, la réaction de Christine Lagarde par rapport à l'encouragement de la finance islamique en France, en fait, d'abord, il y a la suprématie anglaise, donc chacun veut avoir une suprématie à ce niveau-là. Il y a eu, tous les pays européens ont été échaudés par la crise mondiale. Les subprimes, Madoff, il y a des banques qui ont perdu des milliards de dollars suite à ces actifs toxiques qu'ils ont achetés. En plus, il ne faut pas oublier qu'entre l'Allemagne et la France, il y a pratiquement une population de musulmans de 10 millions de personnes. Donc là, il faut bien qu'ils mettent en place un système alternatif qui permettra de venir suppléer à la finance conventionnelle et d'encourager un peu, d'atténuer les effets de la crise. Chez nous, le problème, nous avons la chance d'être un pays un peu fermé. Je dis une chance, parce que pourquoi? On peut, nous, à l'aise, mettre en place des outils, des instruments financiers qui peuvent, comme on dit, non seulement, comme disait le professeur Boujelel, encourager les petites et moyennes entreprises, faire de la microfinance pour les petits fellahs, faire de la micro-assurance, faire un tas de choses qui nous permettront non seulement de couvrir, parce que la finance islamique, elle est basée sur quoi? C'est une finance juste et équitable. La finance islamique, elle pense pas uniquement aux riches, mais aux pauvres. Donc là, le problème est là. La finalité de la finance islamique, c'est que tout le monde doit être heureux dans un monde meilleur, où le partage, enfin, c'est pas le partage, où la répartition des richesses se fait de façon plus équitable. Mais aussi appeler nos institutions bancaires et financières à aller se positionner aussi sur les marchés européens pour draguer avant de se positionner, musulmane. Avant de se positionner, il faut d'abord en interne acquérir de la force, générer une grande épargne, lancer de bons produits, mettre des verrous pour s'ouvrir. Il faut faire très attention parce que la finance mondiale est redoutable. S'ouvrir et former des générations de spécialistes en finance islamique qui peuvent être les cerbères, comme on dit, de cette finance dans notre pays. Aujourd'hui, sur le marché, sur la place algérienne, il y a Al Baraka, Al Salem, Salama Assurance. Est-ce que d'autres sont en attente, d'autres banques arabes ou musulmanes ou souhaitent s'implanter ici actuellement? Oui, il y a de nombreuses banques, notamment banques Sharia compatibles du pays du Golfe, qui souhaitent s'introduire dans le marché algérien et donc justement encouragés par le succès un peu rencontré par les deux banques qui exercent. Maintenant, ils attendent, si vous voulez, que le contexte un peu s'y prête pour pouvoir donc mettre en œuvre leur projet. Quand on parle de finance islamique, souvent on entend dire, on a des réactions pour nous dire, mais en fait c'est Haj Moussa et Moussa Haj par rapport aux banques conventionnelles, et on nous explique même que quelquefois, par exemple, le coût du crédit, que ce soit le crédit conventionnel et par rapport au crédit islamique, ce crédit islamique reviendrait beaucoup plus cher que le crédit accompagné de la riba. En Algérie, c'est pas vrai, parce que les deux banques islamiques que je connais
dans lesquels j'active aujourd'hui pratiquent pratiquement les mêmes niveaux de rémunération que les autres banques de la place conventionnelle. La différence se situe au niveau de la structuration et du montage juridique du produit, de l'instrument de financement utilisé, mais sur le plan coût, si vous voulez, c'est pratiquement la même chose, bien sûr, avec des différences par rapport, disons, il y a des banques peut-être qui facturent moins cher, d'autres qui facturent plus cher, mais on se situe, si vous voulez, au même niveau général. Ailleurs, peut-être, compte tenu de la cherté un peu de la structuration de ces produits par rapport au coût du conseil, par exemple, juridique ou des cabinets qui travaillent sur ça, peut-être ça revient un peu plus cher. Mais en Algérie, je vous rassure, c'est pratiquement le même coût que le reste des intervenants. Mais justement, on dit que pour élaborer vos techniques de calcul pour distinguer votre marge bénéficiaire, vous employez à d'abord calculer les taux usuraires que font les autres pour revenir à des marges. Vous savez, par rapport au mode de financement par endettement, par exemple la vente à terme, l'essentiel que le contrat, c'est un contrat de vente. La banque achète et revend le produit ou le donne en location, en leasing par exemple. Comment calculer le prix de vente? Là, on peut se référer, si vous voulez, à n'importe quel indicateur dans le taux de rendement, si vous voulez, des autres intervenants de la place pour rester au même niveau de benchmarking, au même niveau de compétitivité. Donc le plus important, c'est le contrat lui-même, que ce ne soit pas un contrat de prêt assorti d'intérêt, mais un contrat de vente à terme ou de location assortie d'une promesse de vente ou d'un contrat d'istisna, c'est-à-dire de fabrication, réalisation d'ouvrage, c'est-à-dire rester dans la logique de la vente et non pas dans la logique du prêt à intérêt. Mais il y a une différence fondamentale là, parce qu'il faut que les téléspectateurs le sachent bien. Ça ne veut pas dire que si les banques islamiques calculent leur marge, grosso modo à peu près équivalente au taux d'intérêt prévalant sur le marché, mais il y a une différence de taille. La banque islamique, lorsqu'elle calcule sa marge, cette marge, elle est fixe. Elle ne peut pas être altérée, elle ne peut pas augmenter. Par contre, dans un financement conventionnel, cette marge, elle n'est pas connue d'avance. Cette marge, elle est liée à un taux d'intérêt, à un compteur qui ne s'arrête pas. Donc, si le client débiteur n'arrive pas à payer dans le temps, n'arrive pas à honorer ses engagements à l'échéance, le compteur ne s'arrête pas. Au contraire, on va le charger d'un taux qu'on appelle dans les théories économiques un taux d'enfer, c'est-à-dire que le taux d'intérêt va être doublé. Et au final, le client débiteur se retrouve avec une charge financière trop importante par rapport à celle exigée, imposée par la banque islamique. Et ça, c'est très important. Il y a une différence évoquer peut-être le verset coranique qui peut répondre à cette question, qui a interdit la prohibition de l'usure, qui était précédé par le verset donc dit, parce qu'ils disent que le commerce est similaire à l'usure et Dieu a autorisé le commerce et interdit l'usure. Dites-le en arabe aussi. Donc ce genre de question, il remonte à 1400 ans. On parle de finalité. Maqasid sharia dans le financement. Pour ce qui est des débiteurs en difficulté, le Coran le dit clairement. Pour celui qui est dans la gêne, sursis jusqu'à l'aisance. Ça c'est bien. Ah oui. Ça c'est un avantage. Ah oui, et ça ne se trouve pas. Donc vous allez difficilement en justice. Ah non, on y va quand le débiteur est de mauvaise foi. Sur les autres banques conventionnelles qui affichent ou qui ouvrent des fenêtres pour la finance islamique, on dit que ce sont des effets de façade et de marketing. Est-ce qu'elles en font réellement, les autres banques, ou pas? Le plus important est que les produits offerts par ces Islamic Windows soient conformes aux principes de la charia. Là, donc, les jurisconsultes, si vous voulez, les instances de fatwa ont autorisé justement l'offre de ce type de produit pour encourager justement la généralisation d'instruments de financement charia compatible. Je rappelle toujours à cet égard le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé alors que son bouclier était donné en gage à un juif en contrepartie de nourriture qu'il avait achetée auprès de ce juif à crédit à terme.
Et on savait qu'à l'époque, les Juifs pratiquaient l'usure. Donc le plus important est que le contrat soit licite et charia compatible au-delà si vous voulez, de celui qui pratique ce contrat. Et bien sûr, il faut prendre cette activité, disons, charia compatible partielle avec toute la prudence et la vigilance voulue pour éviter les dérives. Je vais ajouter une chose, oui, à la louche, c'est par rapport à ce que disait Sinasser, c'est que tout produit, que ce soit bancaire ou assurantiel, charia compliant, doit être agréé par un charia board, c'est-à-dire un homme de fiqh, un homme de loi, qui vient contrôler que c'est compatible à la charia. Donc, oui. le montage et est compatible. C'est contrôlé chez vous? Oui, nous avons le Baraka un charia board, un charia board qui contrôle la régularité chariatique de oui, l'opération. mais pour les banques conventionnelles, on explique aussi que c'est délicat aussi de manier de la finance islamique. Dans la finance conventionnelle, ça ne paraît pas aussi toujours très charia compatible. Si vous ouvrez un Windows, si vous ouvrez un Windows, que ce soit pour l'assurance ou la banque, vous ouvrez un Windows charia compliant, charia compatible pour une branche ou une activité donnée, vous devez respecter les principes de la loi musulmane. Il faut une tenue comptable à part. C'est produits. séparation. Même l'administration fiscale doit souffrir aussi un petit peu. Ça, avec une adaptation. Non, sur le plan fiscal, c'est le même régime. D'accord. On parle depuis tout à l'heure de la finance islamique. Vous citiez les Juifs il y a un instant, mais en fait, les trois religions monothéistes, je crois, condamnent l'usure. Donc en fait, on devrait parler de finance abrahamique. De finances, si vous voulez, abrahamiques ou éthiques ou morales. À part que je peux ajouter dans l'histoire juste que les protestants sont venus restaurer l'intérêt qui a été prohibé par les catholiques. Effectivement. Très bien. Calvin. Bien, alors c'est sur ces mots que prend fin cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle notre page Facebook dont le nom s'affiche au bas de l'écran. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine, à samedi prochain pour un nouveau débat d'Economia. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Et merci à vous de votre participation. Merci.